L'OCDH, donc, qui est l'organisation membre de la FIDH au Congo, a mené cette enquête, une enquête très exhaustive d'une centaine de témoins écoutés. Et il relève en fait que c'est une nuit d'horreur qui s'est déroulée, c'est-à-dire que ces 13 jeunes ont été sauvagement torturés, des doigts sectionnés, des membres cassés, des brûlures, vous voyez, ce genre de torture extrêmement dure. Et quand les familles sont arrivées le lendemain pour leur donner à manger, pour les visiter, pour essayer de les faire libérer, on voyait des flaques de sang et des mares de sang qui sortaient d'une prison de 3 mètres sur 3. Donc c'est une nuit d'horreur et de torture qui s'est déroulée, et ces 13 jeunes âgés entre 16 et 28 ans, si je ne m'abuse, mais plus la plupart sont plutôt entre 18 et 20 ans, parfois des élèves en première, en terminale ou d'autres, tous les 13 exécutés au nom de la lutte contre le grand banditisme. Parce qu'ils étaient accusés de faire partie du gang des bébés noirs, hein, qu'on appelle le gang des bébés noirs. Mais qui est une pratique assez répandue au Congo en ce moment. Il y a des cas comme ça aussi d'exécutions sommaires qui se déroulent à Pointe-Noire également, à Brazzaville, où au nom de la lutte contre le banditisme et le grand banditisme, on exécute sommairement des gens qui passent par là. La plupart de ces 13 jeunes hommes ont été arrêtés devant chez eux en plus. Pour quelles raisons ? Quelles seraient les raisons de ces arrestations arbitraires que vous considérez comme arbitraires? C'est très compliqué de donner une raison précise. Il peut y avoir des différends personnels, des tentatives de corruption. La plupart du temps, c'est en général des gens qui sont au mauvais endroit au mauvais moment, comme le dit le rapport. L'OCDH qualifie cette affaire de scandale d'État. À votre avis, à quel niveau se situent les responsabilités politiques? Elle se situe aux différents échelons de la chaîne hiérarchique, d'abord de la police et ensuite évidemment du gouvernement. De cette chaîne. Pourquoi? Parce que quand les questions ont été posées aux commissaires, aux délégués régionaux, etc., tout le monde dit on a un devoir de réserve, ce qui n'est pas vrai. Quand on parle de crime, les gens doivent s'expliquer, c'est des jeunes gens qui sont morts. Et puis la responsabilité, elle est également politique, puisque le ministre de l'Intérieur, le ministre Boulou, ou le ministre de la Communication, devant même l'Assemblée nationale, ont essayé de dissimuler l'affaire, de cacher les faits et d'amenuiser les responsabilités de la police. Le général Ndengue, qui est le directeur général de la police nationale et qui est un grand habitué des violations des droits humains, puisqu'il est impliqué notamment par la justice française et à l'époque par la justice congolaise, dans l'affaire des disparus du beach de Brazzaville, 300 personnes qui ont disparu, vous vous souvenez, dans les années 90, fin des années 90, doit également être entendu sur que fait sa police et pourquoi elle peut se permettre d'exécuter 13 jeunes hommes sans raison. Alors justement, dernière question en quelques mots. Le gouvernement a quand même fini par reconnaître des dysfonctionnements et par ouvrir une enquête administrative. Ça peut donner quand même l'impression finalement que les autorités ont pu se laisser déborder par les agissements de certains policiers. De votre point de vue, est-ce que la police congolaise est toujours aux ordres des responsables politiques ou bien est-ce qu'elle a ses propres règles auxquelles elle obéit? C'est la règle de l'impunité. Quand on demande à la police, à l'État, aux militaires, de réprimer, tuer pour des raisons politiques, comme ça s'est fait pendant le référendum en 2015 et 2016, il est évident que la police s'habitue à commettre des violations des droits humains et ça devient la norme. Les exactions deviennent la norme. Et dans ces cas-là, c'est ce qui se passe au quotidien et c'est ce que vivent les Congolais aujourd'hui et les Congolaises. Et du coup, ensuite, les autorités politiques couvrent.